Maintenant, tout est fait, pas pour l'art et pour la culture, mais pour celui qui ont différentes formes de pouvoir, politique, économique, social, bon, influencers. Bon, quand j'étais l'étudiante à Belgrade, on a eu des étudiants de partout. Pas seulement dans l'ancienne Yougoslavie, mais beaucoup de monde non aligné, comme la Yougoslavie a été la leader de mouvements non alignés. Évidemment, dans les années 90, avec la guerre en Yougoslavie, tout ça a changé. Le nationalisme a vraiment pénétré dans le monde culturel et Belgrade s'isolait. Donc après 2001, quand la politique changeait en Serbie, mais aussi en même temps dans les autres pays des Balkans, j'ai pensé que ce serait très bien d'ouvrir maintenant un master en langue anglaise pour attirer les gens d'un peu partout, mais comme ça peut-être encore une fois de devenir attractif pour les étudiants de région, parce que c'était vraiment sur la culture qu'on devrait faire une réconciliation, un travail de dialogue, etc. Et ça a vraiment réussi. Les étudiants commençaient à revenir à Belgrade. On a élargi les possibilités d'études en langue française, surtout pour les étudiants de Roumanie, mais aussi un peu d'Albanie, etc. Et peu à peu, même les étudiants de France commençaient à venir, les étudiants d'Afrique subsaharienne, etc. Et notre cours pas seulement devenait un peu cosmopolite, mais il devenait vraiment un cours un peu spécial. Il ne se centrait pas sur la gestion culturelle en tant que gestion de business de la culture, mais vraiment gestion de la culture au service d'hommes, au service de communautés, au service de sociétés non-profit. Oui, marketing, mais marketing pour toucher les gens, pour les informer, pour leur donner le goût d'aller au théâtre, de dialoguer entre eux, etc. Et UNESCO a reconnu immédiatement, après 2 ou 3 ans, ils ont vu que cette chaire, ce département a des potentiels de devenir chaire UNESCO. Et vraiment, on n'a pas, et on a vraiment mis au titre chaire UNESCO pour interculturalité, art, gestion des arts et médiation au Balkan. Mais maintenant, c'est pas seulement au Balkan, on a des étudiants qui viennent de l'Amérique latine, qui viennent d'Irlande, qui viennent de Chine, de Japon, de l'Inde, Cairo, pas mal des étudiants de pays arabes, etc. Et comme ça, chacun vient avec certains problèmes culturels. Quelquefois, ce sont les problèmes de post-colonialisme, quelquefois, ce qu'on appelle chez nous au Balkan autocolonialisme. On se colonise nous-mêmes. On accepte des choses qu'on n'a pas besoin juste parce que ça sonne bien ou ça sonne très à l'américaine ou anglo-américaine, etc., plus moderne, etc. Mais c'est surtout ce qu'on fait dans notre département, on fait les débats sur des valeurs et sur comment nous, gestionnaires culturels, les opérateurs culturels, animateurs culturels, à dire, utiliser un mot qui n'existe aujourd'hui nulle part en Europe sauf en Pologne. Les Polonais ont gardé cette en tant que profession d'animateur culturel, etc. Mais ça, c'est vraiment une famille des métiers. C'est pas un métier, c'est une famille de métiers très différents, mais quand même qui sont basés sur les mêmes valeurs. Mm. J'imagine qu'au cœur de votre département, il y a le texte du début du 21e siècle de l'UNESCO sur la diversité culturelle,
qui est quand même fondateur, y compris en France, pour les droits culturels qui ont été élaborés à Fribourg, mais à partir déjà de la diversité, enfin c'est interconnecté. Absolument. Notre département déjà a été créé dans les années 60 autour de droit à la culture. C'était, à l'époque, ce n'était même pas le grand sujet mondial, mais un de, disons, père des études culturelles en Serbie, Stevan Majstorovic, il a écrit un livre qui s'appelait Les droits à la culture. L'autre livre, c'était Culture et démocratie, etc. Et donc, le département de gestion culturelle a été créé en 1960, le plus vieil en Europe. Et depuis ce temps-là, on a toujours basé notre travail sur le développement culturel et évidemment la convention de l'UNESCO, les deux, la déclaration sur la diversité culturelle de 2003 et convention sur la diversité des expressions culturelles de 2005 sont à la base de notre travail et l'UNESCO nous a choisis parmi les 10 chaires UNESCO au monde entier qui contribue le plus à la promotion de diversité culturelle et de diversité des expressions culturelles, surtout dans les parties semi-périphérales du monde, un peu oubliées, qui ne sont ni l'Ouest, ni ce qu'on appelle aujourd'hui Global North, euh, ni, ni l'Ouest, mais ils ne sont pas aussi ni tellement perdus quelque part pour accepter seulement les grands trends de mondialisation. Donc, semi-périphérie qui sont Méditerranée, Balkans, Caucase, etc., qui peuvent aussi produire leur propre savoir, qui peuvent aussi se positionner vers, soi-disant, pays BRICS, qui sont maintenant au centre d'intérêt des grands pouvoirs du Nord à cause de leurs grands marchés, Brésil, Chine, etc. Mais on est entre. Mais on peut dialoguer avec les deux et on essaye de se positionner avec les distances vers les deux. Parce que aussi les tendances populistes qui viennent de Brésil d'aujourd'hui ou de Chine, etc., sont aussi dangereux comme les tendances de commercialisation de la culture qui viennent de Global North ou Game of Thrones, c'est le majeur événement culturel, etc., dont les touristes, par exemple, aujourd'hui, ils ne savent pas que Dubrovnik a été un des rares villes indépendantes, depuis le Xe siècle jusqu'au Napoléon. C'est Napoléon qui a ruiné sa indépendance. Les touristes, ils ne savent pas, mais ils savent que Game of Thrones a été filmé là-bas, et ça, c'est la valeur culturelle de Dubrovnik. Pas l'état d'indépendance et l'être une ville indépendante à cette époque, depuis le Xe au XIXe siècle, ça c'était vraiment énormément difficile. Quelles sont vos actions concrètement en tant que responsable donc, de cette chaire interculturelle, management culturel et médiation? Quelles sont vos actions pour ces semi-périphéries, mais même peut-être plus largement dans le monde? Je, personnellement, mais aussi avec la chaire derrière, mais aussi beaucoup plus peut-être personnellement, en tant qu'expert de l'UNESCO, j'appartiens à un groupe de 30 experts pour Technical Facility, donc pour aider les pays en développement pour développer les politiques culturelles qui vont soutenir l'art contemporain, créativité, etc. Je travaille beaucoup en Asie du Sud-Est, like Cambodge. Je travaille aussi au Vietnam. Mais en tant qu'expert indépendant, je travaille beaucoup à l'Inde, dans les pays arabes, à travers la fondation Al-Mawred, qui est une grande fondation pour soutenir l'opérateur culturel indépendant du monde arabe. Et ils étaient basés au Caire,
Maintenant, ils sont en Libanon à cause de situation politique. C'est difficile. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire d'aller dans ces pays-là où il n'y a pas des pouvoirs publics qui sont vraiment responsables vers la culture, qui ne voient pas que la culture est dans un intérêt public, qui a une valeur publique. Non, la culture, c'est où vous payez pour ça, c'est au marché, donc c'est plutôt les politiques néolibérales, politiques culturelles néolibérales. Et là-bas, ce que je fais avec beaucoup de mes étudiants de ces pays, c'est vraiment de comprendre le terrain et de voir quelles sont leurs propres idées entrepreneuriales et qu'on peut un peu, disons, stimuler, raffiner, etc. Mais ce sont les idées de ce terrain. On ne peut pas amener les idées, surtout pas de l'Ouest, par exemple. En fait, c'est comment ils m'ont choisi de venir. Ils m'ont entendu parler dans un grand colloque mondial et la femme de l'Inde, d'un théâtre Prithvi de Mumbai, m'a dit, mais tout ce que vous dites sur la situation des théâtres au Balkan, comment ils se débrouillent, les troupes, etc., mais c'est ce qu'on fait, il nous faut ça. Nous, on a eu beaucoup des Anglaises, des Américaines, ils nous parlent de grands sponsoring, des grands philanthropies, etc. On ne peut pas faire ça, marketing, on ne peut pas faire ça à l'Inde. On est un peu bricolage, donc il faut faire des choses exactement comme vous l'avez montré. Mais je dis, mais c'est pas possible, même notre expérience balkanique est tout à fait locale. Aussi, je dérive de terrain. Et ils m'ont fait une proposition que je ne peux pas refuser, aller passer un mois visitant toutes les troupes théâtrales qui sont dans notre réseau. Les troupes sont tous très différentes, privées, indépendantes. Il y avait des troupes politiques de théâtre de rue, très à la gauche. Il y avait des troupes très conservateurs de théâtre rural qui gardent encore comme Kathakali, mais Kathakali c'est de haute caste. Ici c'était de caste de Dalit, Kataikutu. Donc, mais la plupart totalement traditionnels à travers les troupes qui sont un peu théâtre de boulevard, la plupart des Bombay, de Mumbai, mais aussi des théâtres dramatiques, de théâtre expérimental, l'art contemporain de Tamil Nadu, Adi Shakti par exemple, etc. Donc il y avait toutes sortes. Et moi, quand je les ai visités, je les ai interviewés, etc., et j'ai compris qui est meilleur dans quel domaine de la profession théâtrale. Et je les ai regroupés où ils peuvent développer leurs skills, disons pédagogiques, comment transférer ces savoir-faire aux autres. Et maintenant, ils ont un cours qui n'existe nulle part au monde, qui s'appelle SMART, Strategic Management of the Art of Theatre, mais donné par eux-mêmes aux autres qui sont moins développés qu'aux jeunes troupes, etc. Et ça, c'est tous fait au niveau plupart volontaire, euh, parce que ces troupes-là, il faut qu'ils aussi participent, mais pour payer les logements, etc. Mais c'était tout à fait basé sur la solidarité. Après, les stages sont l'une chez l'autre, c'est un échange des stages, etc. Et donc, ce genre de solidarité, empathie, de monde culturel, je n'ai vu même pas au Balkan, nulle part. J'ai vu à l'Inde et je vis comment ils se soutiennent. Et maintenant, première 3 fois j'étais avec eux. Maintenant, c'est déjà, je pense, cinquième génération. Ils se débrouillent totalement eux-mêmes et ils sont vraiment professionnels de théâtre. Ils ne sont pas professionnels d'éducation, de gestion, etc. Donc votre pédagogie, ça passe vraiment par le fait de non pas créer une initiative, mais de créer un réseau
qui va lui-même fonder peut-être une politique culturelle, on ne va pas dire une politique culturelle publique, parce que les États n'en font pas forcément partie suivant les régions, mais une politique culturelle renforcée. Je pense que vous avez exactement senti ce que je fais parce que c'est exactement ça que j'ai fait au Balkan. On n'était jamais satisfait avec notre politique culturelle d'anneau. Donc, on a soutenu beaucoup les organismes indépendants, mais comment j'ai vu ma rôle, vraiment à les faire connaître l'un de l'autre et de stimuler pour qu'ils créent les réseaux. Au début, partout, c'était un peu les réseaux, pourquoi faire, mais vraiment pour faire de politique culturelle. Et maintenant, dans tous les Balkans, sauf Monténégro, on a les réseaux on appelle ça un réseau de scènes indépendantes, qui n'est pas seulement lié au théâtre, c'est lié à toutes les initiatives culturelles et même beaucoup à une ONG qui s'occupe d'urbanisme parce que l'espace public, ouverture des espaces publics, etc. Ils sont connectés et maintenant ils ont dans chaque pays, comme la Serbie, ça s'appelle l'organisation scène indépendante, Macédoine aussi, Bosnie, Croatie, mais maintenant ils ont fait coopérative, et coopérative c'est fédération de ces associations. Et ils font un lobbying énorme, quelquefois ils réussissent, quelquefois ils ne réussissent pas, ça dépend de situation. En Croatie, ils ont eu vraiment un grand succès. Ils ont créé un organisme autonome, semi-autonome, mais avec l'argent public, ils gèrent eux-mêmes la distribution d'argent dans la scène indépendante, dans un niveau de transparence. En Macédoine aussi, ça marche très bien. En Serbie, la scène indépendante est très, très politique. Quand je dis que c'est très politique, par exemple, ils ont, comment ça se dit en français, ils ont posé plainte au tribunal contre le ministère de la Culture, qu'ils ont manipulé le fonds public en 2016. Ok, il fallait 2 ans, mais le tribunal a jugé que scène indépendante a eu correct, que le ministère a vraiment manipulé, il n'a pas utilisé l'argent public dans une manière honnête, bon, etc., etc. Donc, ils font vraiment beaucoup de pression, plan stratégique. C'était la scène, parce que l'institution publique, quand même, il dépend du ministère, etc. Le ministère a proposé le plan stratégique pour les prochains 5 ans. Il y avait le débat public. L'institution culturelle disait, oh, c'est magnifique, ok, il y a un peu ça, un peu là, mais la scène indépendante a dit non, on rejette le plan stratégique au total parce que c'était fait d'anneaux par l'administration du ministère, etc. Et le plan n'a été jamais approuvé par le gouvernement. Donc la scène vraiment est comme ça. Avec cette expérience, on a aussi aidé beaucoup les pays arabes où les gens ont eu beaucoup peur de se faire dans les réseaux. Même ce qu'on voit maintenant au Maroc, dans le pays qui est peut-être le plus démocrate, disons Tunisie, Racine, un des ONG le plus importantes au niveau politique, culturel, etc., a été supprimé par le décret de tribunal, etc., de ne parler pas en Égypte, etc., commence en ce moment, c'est difficile. Mais quand même, avoir cette Al-Mawred comme une organisation umbrella, ça aide beaucoup pour les petites organisations de se lier, de se sentir qu'il y a quelqu'un au monde qui pourrait vous aider, etc. Maintenant, je fais ça en Biélorussie aussi avec mes étudiants qui aussi forment la scène indépendante. Il y a 6 ans, les Biélorusses ne voulaient pas parler de réseau du tout. Ils disaient
notre gouvernement est suspicieux dès qu'il voit trois organisations se fédérer, c'est dangereux. Maintenant, ce sont eux qui voyaient qu'il faut être ensemble, il faut être solidaire, il faut s'aider mutuellement. Ça donne envie de vous poser une question sur chaque pays parce que vous avez des anecdotes à chaque fois Ah, incroyables là à raconter, puis de terrain, quoi. Mais je vais vous poser une dernière question beaucoup plus centrée sur vous-même. Quelle est la question qui vous habite en ce moment dans vos travaux de recherche et comment vous essayez de la résoudre peut-être par le terrain en voyant ce que le terrain vous fait comme retour? ça c'est une question très difficile. C'est une question de est-ce que le champ culturel pourra obtenir une autonomie au moins le même qu'ont les universités. Parce que les universités ont une charte d'autonomie dans la plupart du monde, quand même dans le monde démocratique, les présidents de l'université, les doyens, etc., sont élus dans une manière démocratique, de base. Les profs font élire, etc. En France, je sais que c'est le ministre qui signe finalement, etc. Mais quand même, il y a un certain niveau d'autonomie de l'université. Mais le champ culturel n'a pas ce niveau d'autonomie. Même les gens comme Kresnik à Berlin, ou les grands noms d'art et de la culture, si la politique change, ils peuvent être envoyés à la rue, donc perdre la poste, etc. Donc l'évaluation dans le domaine culturel ne dépend pas seulement à l'expertise culturelle, elle est très souvent politique, surtout dans les pays où maintenant on a des gouvernements populistes comme Pologne, comme Hongrie, comme Serbie par exemple, etc. Donc le problème c'est que même en Union européenne, ils voient la culture comme une chose nationale. Et ce qu'il y a dans le domaine culturel au niveau européen, c'est plutôt collaboration. Donc mes recherches maintenant sont centrées de voir est-ce que le champ culturel aura la possibilité d'obtenir son autonomie de politique journalière, disons, parce que évidemment que le champ culturel est politique. Et ça, je dois admettre, on ne peut pas trouver beaucoup de recherches là-dessus. Même si on regarde, parce que je fais beaucoup de recherches dans le domaine de l'université, développement universitaire, on voit de plus en plus que les universités sont subordonnées aux questions de marché, aux questions de politique, on supprime les départements, d'utiliser l'exemple d'Union européenne, Budapest, on supprime toute une université et toutes les études de genre dans toutes les universités hongroises parce que le président ne l'aime pas. Et le parti au pouvoir pense que l'étude de genre, c'est rien, etc. Ça sert à promouvoir l'homosexualité, à promouvoir que les femmes devront être au pouvoir, etc. Donc c'est un peu, si ça peut arriver à l'université, si dans ma propre expérience, c'est UNESCO cher, on a un master avec l'université Lyon 2 et ça marche très bien parce que l'université Lyon 2 c'est une université publique. On a eu un autre master programme conjoint, c'était avec l'université Warwick à l'Angleterre, université d'Amsterdam, université de Helsinki et nous. Ça marchait. C'était master in recherche de performance studies. Et quand on a eu l'argent de l'Union européenne, ça marchait très bien. Quand il fallait, après 5 ans, aller au marché,
ça continuait de marcher très bien parce que quand même, il y avait pas mal des étudiants qui étaient prêts à payer pour cette qualité des études. Mais à ce moment, l'université de Helsinki devra se retirer parce que d'après la loi finnoise, l'université ne pourra pas charger les étudiants, demander l'argent de l'étudiant. Donc on a resté que 3. Et dans un moment, le président de l'université d'Amsterdam a dit on va se retirer de ce programme parce que on ne obtient pas le profit. Ça veut dire c'était totalement durable. Donc on a couvert tous ces frais et on a eu pour nous le grand surplus. Pas pour l'université d'Amsterdam, ils veulent seulement que tous les masters donnent le profit. Bon, on a amené le Trinity College Dublin comme 3e, mais après 2 ans, c'était Warwick, présidence de l'université de Warwick, avec les mêmes arguments. C'est pas assez profitable. Donc, et après, on n'a pu pas aller seul, comme l'université de Belgrade avec Dublin, c'était pas bien. Donc, on a vu que qu'est-ce que les universités sont devenues. Ils vont avoir seulement des domaines d'éducation qui sont profitables. Si le domaine d'éducation, évidemment, recherche théâtrale, de l'art de performance, n'est pas profitable, ça c'est quelque chose. Mais c'était déjà grand chose que ça pourrait exister et se soutenir seul, sans extra financement, mais c'était pas assez. Quand je vois ça au monde universitaire, je me demande, est-ce que c'est déjà arrivé, même beaucoup plus vite, au monde culturel? Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Mise en scène, de quel genre de pièce? S'il y a trois personnalités, 3 acteurs, parce que s'il y a une vingtaine, ça coûte cher. Qui va faire la tournée de cette pièce, etc. Donc on est déjà dans un état de se confondre aux idées, comment produire les choses qui ne coûtent pas beaucoup ou qui peuvent gagner de l'argent. Donc, chaque documentaire devra avoir ou 30 minutes ou 1h30 parce que seulement comme ça, ils peuvent aller ou au cinéma ou à la télévision, etc. 10 minutes, ça n'existe plus. Mais il y a les thèmes, il y a les sujets, il y a, disons, des idées conceptuelles qu'on peut filmer dans 2 minutes et ne devront pas avoir plus. Mais le marché ne veut pas ce genre de film. Et comme ça, il me semble qu'on s'est déjà, surtout dans les écoles de gestion des arts, on entraîne nos étudiants de savoir ce que les galeries veulent, ce que les grands marchés d'art veulent, ce que les théâtres ou l'audience de théâtre ou les philanthropes, parce que c'est aussi où il faut faire un gala de tel genre dans le théâtre national parce que les philanthropes ne veulent pas aller dans un autre type de salle, etc. Donc maintenant tout est fait, pas pour l'art et pour la culture, mais pour celui qui ont différentes formes de pouvoir, politique, économique, social. Bon, influencers, ils sont devenus plus importants, c'est une profession, des gens qui ont 16 ans, et si on les amène dans notre cercle culturel, même notre théâtre pourra avoir beaucoup plus d'audience. Peut-être quelqu'un va dire, mais ça, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas tellement gratuit. C'est pas que cet influenceur qui est 16 va amener l'audience à notre pièce de théâtre, par exemple, sur une pièce de Fassbinder qui vraiment critique la société contemporaine. Il va nous dire, ah, mon interlocuteur, mon audience veulent tel genre de comédie, tel, etc.
Donc on arrive à une uniformisation. Je pense définitivement.